Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la découverte de tech. Alors dans cet épisode on va un peu partir à l'aventure et essayer d'écrire une macro qui fait une sorte de test, qui va tester si l'argument qu'elle reçoit contient ou pas un caractère arbitraire, par exemple l'étoile. On va essayer d'écrire une macro comme ça. Je vais l'appeler ifStar. Et bien si son argument contient une étoile, par exemple si je lui donne ça, eh bien j'aimerais qu'elle renvoie quelque chose qui dise que oui, l'argument contient une étoile. Et au contraire, si l'argument ne contient pas d'étoile, eh bien j'aimerais que la macro s'en rende compte et envoie quelque chose qui spécifie justement que l'argument ne contient pas d'étoile. Bon, alors pour écrire la macro ifStar, on va se passer dans le préambule, et puis comme on va avoir recours à des macros privés, on va rendre le cas de code de l'arrobase égal à 11. Et quand on aura fini, on lui redonnera son cas de code initial qui est 12. Bon, alors pour programmer cette macro ifStar, on va s'y prendre exactement comme la dernière fois, c'est-à-dire on va écrire une sorte d'interface utilisateur qui est justement la macro ifStar, qui va lire un argument. Et cette macro ifStar, en coulisses, elle va en quelque sorte formater cet argument pour la passer à une macro privée, ifStar@a, qu'on écrira tout à l'heure, qui elle sera argument délimité. Donc voilà l'appel à la macro privée. Alors on va faire exactement la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va lui envoyer l'argument qui est passé à la macro utilisateur, on va le faire suivre d'une étoile, et pour marquer la fin du champ d'action de la macro ifStar@a, on va délimiter tout ça par un argument @nil, et on va déployer la même astuce que la dernière fois, c'est-à-dire que l'étoile, on va lui mettre un marqueur qu'on va appeler par exemple markStar, peu importe le nom, c'est une macro qui n'a pas besoin d'être définie du tout, c'est juste un argument, un délimiteur d'argument. Et après l'étoile, je vais mettre pareil markStar. Alors qu'est-ce qui se passe si l'argument contient une étoile? Si par exemple l'argument 1 est ceci, que devient l'instruction qui est ici? Eh bien c'est facile, il suffit de la recopier. Et à la place de l'argument 1, je vais mettre 1, 2, 3, étoile 4, 5. Et de la même façon, si l'argument ne contient pas d'étoile, eh bien à la place de l'argument 1, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Et pareil, en examinant ce qui se trouve entre la première étoile et dans ce qui suit le premier markStar, on obtient, dans le cas où l'argument contient une étoile, on obtient 4, 5. Et dans le cas où l'argument ne contient pas d'étoile, on n'obtient rien du tout ici. Donc voici la macro privée. Alors son premier argument délimité va être délimité par l'étoile. Deuxième argument délimité par notre délimiteur markStar, et puis l'argument délimité numéro 3 s'étendra jusqu'au nil. Et on a vu que c'est l'argument délimité numéro 2 qui nous intéresse, donc on va le détokeniser. Voilà, et d'ailleurs dans la macro je vais carrément le mettre entre chevrons, qu'on voit de quoi il s'agit. Je vais enlever ça, ça. Je vais commenter ces deux lignes qui nous ont servi à comprendre comment ça se passait. Je compile. Bon, alors sans surprise, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. Quand l'argument contient une étoile, la macro renvoie ce qu'il y a après l'étoile. Et quand la macro ne contient pas d'étoile, elle renvoie rien du tout. C'est-à-dire ce qu'il y avait ici entre l'étoile et le markStar. Alors pour que ça affiche oui ou non, je vais juste rajouter oui ou non. Je vais rajouter oui ici. Je vais rajouter non ici.
Et donc, si je compile cette fois-ci, bon, ben, le oui et le non apparaissent. Bon, le seul petit souci, c'est qu'il y a le 4,5 ici, un peu parasite, qui proviennent d'ici, puisque le oui, je l'ai mis ici. Donc il faudrait qu'on arrive à traiter en quelque sorte l'argument numéro 2 pour supprimer ce 45. Alors ce qu'on va faire en fait, c'est que carrément dans l'appel à la macro ifstar@a, je vais mettre un nouveau délimiteur que je vais appeler yes/no, comme ça. Et le yes/no, je vais le mettre devant le non. Alors ici maintenant, dans l'argument numéro 2, il va falloir que je le scinde en plusieurs arguments délimités. Donc l'argument numéro 2, on va le délimiter par yes/no. Et après on va mettre un argument délimité numéro 3, ce qui se trouve entre yes/no et le mark star, c'est-à-dire soit oui, soit ici non. Et du coup maintenant cet argument, il faut que je le renumérote en 4. Et l'argument qui m'intéresse, eh bien c'est le 3. Et là normalement, eh bien, ça va fonctionner, j'ai soit oui, soit non. Voilà, donc bon, il y a beaucoup de délimiteurs d'arguments là-dedans, mais on arrive à s'en sortir quand même en procédant ainsi par étapes. Alors pour aller un peu plus loin, ce qui n'est pas très intéressant, c'est d'afficher oui et non. Bon, ça montre que la macro fonctionne comme on veut. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que la macro ifstar, d'ailleurs c'est comme ça qu'on construit les tests un peu sous la tech, c'est qu'elle lise deux arguments supplémentaires qui sont le code qui va être exécuté si l'argument contient une étoile et le code qui va être exécuté si l'argument ne contient pas d'étoile. Code complètement arbitraire, alors j'ai mis code vrai, code faux, on pourrait mettre n'importe quoi. Donc ça veut dire que la macro ifstar, la macro utilisateur, doit lire deux arguments de plus. Où l'argument 2 c'est le code qui va être un peu à la place du oui, et l'argument numéro 3 c'est le code qui va être à la place du non. Donc je vais tout simplement mettre argument 2 ici, et tout simplement argument 3 ici. Et comme ça maintenant, ben, ça va afficher, ici ça va afficher code vrai, et ici code faux, si je ne me suis pas trompé. Voilà. Bien, maintenant que la macro qu'on a écrite ifstar fonctionne correctement, il va falloir qu'on l'améliore un petit peu, parce que c'est quand même un peu embêtant d'écrire une macro qui ne teste que l'étoile, que si l'étoile est présente ou pas dans son argument. Il faudrait justement qu'on puisse choisir quel motif on veut tester dans l'argument numéro 1, sa présence ou pas. Alors pour ceci, je vais d'abord renommer toutes les macros ifstar, parce qu'elles vont plus s'appeler ifstar, je vais les renommer. Au lieu de star, je vais mettre instr, comme ça. Voilà, je replace tout. Et donc la syntaxe de la macro ifinstr, bah, elle va être un peu similaire à celle-là, sauf qu'elle va devoir admettre un argument de plus qui va être bien ce que je veux tester dans l'argument numéro 1. Donc il faudrait ici que je teste, par exemple, si je mettais ceci, eh bien ça testerait est-ce que cet argument contient l'étoile. Et puis si je mettais ceci ici, eh bien ça voudrait dire est-ce que cet argument contient le signe moins, tiré. Voilà, ça veut dire que la macro utilisateur doit lire un argument de plus. Donc l'argument numéro 2, maintenant, ça va être l'étoile de tout à l'heure. Donc ici, cette étoile, je vais la remplacer par l'argument numéro 2. L'argument numéro 2, qui était le code vrai, ça va être l'argument numéro 3. Et l'argument numéro 3 tout à l'heure, ça va être l'argument numéro 4, qu'il faut d'ailleurs que je rajoute ici, dans le texte de paramètres. Voilà. Alors le gros souci qui se pose, c'est que la macro privée qui est ici, ifinstr@a, elle en a codé en dur l'étoile ici. Et cette macro n'a pas accès à l'argument numéro 2 de l'interface utilisateur ici. Donc pour que cette macro privée puisse accéder à cet argument numéro 2 ici, il va falloir que je la déplace et que je la mette dans le texte de remplacement de la macro ifinstr. On va le faire tout de suite, voilà. Je vais l'indenter. Alors il y a une règle en tech qui dit que quand il y a des macros qui sont des définitions de macros qui sont imbriquées comme ça arrive très souvent. Comment distinguer les arguments de l'une de l'autre? Eh bien, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une imbrication est franchie, eh bien
les dièses doivent être doublés. C'est-à-dire que cette macro là, son argument il va être comme ça. Tous ces arguments, et dans le texte de remplacement aussi. Voilà. Alors maintenant, l'étoile qui est ici, eh bien, c'est l'argument numéro 2. Donc l'argument numéro 2, lui, il n'a qu'un seul dièse, puisque c'est l'argument de la macro de niveau supérieur. Donc ici, je vais mettre 2. Voilà. Eh bien, normalement, si je compile, je regarde, mais ça devrait fonctionner. Allez, on va tenter. Alors là, j'ai code vrai parce que cet argument contient l'étoile, et ici j'ai code faux parce que cet argument ne contient pas le tiré. Si je mets un tiré ici, normalement je dois avoir code vrai et code vrai. Voilà. D'ailleurs, je vais enlever ces chevrons et le détokenize. Je vais juste mettre l'argument 3 de la macro intérieure. Je vais supprimer tout ceci. Là, comme c'est qu'une ligne, je vais mettre comme ça. Attention, il faut que je commente ici, sinon ça va faire un espace parasite. Et bien voilà, on a construit une macro. Alors le code est assez cryptique, c'est pas du tout lisible, sauf pour les yeux un peu entraînés. Mais pour les novices ou pour ceux qui ne sont pas du tout habitués à la programmation en texte, ce genre de code est totalement obscur et dénué de sens. Pourtant, il ne s'agit que de fonctionnement d'arguments délimités. Voilà, on a une macro assez généraliste qui fonctionne assez bien, et bien qui teste si l'argument, son premier argument contient ou pas ce qui est dans le deuxième argument. Alors ici je peux mettre plusieurs choses, je peux mettre 2,3, si je mets 2,3, normalement ça doit me mettre code vrai parce que cet argument contient 2,3. Si je mets 2,3,4, ça doit me mettre code faux. Bien, maintenant que nous avons notre macro ifinst qui fonctionne dans les cas généraux, on va essayer de la tester un peu dans les cas un peu plus particuliers. Bon, alors avant de commencer les tests dans les cas particuliers, juste un mot sur le code vrai et le code faux ici, qui sont les arguments 3 et 4 de la macro utilisateur ifinst. C'est-à-dire que ces codes vrais et ces codes faux peuvent très bien contenir des macro-instructions, et si elles sont utilisées dans un cadre privé, c'est-à-dire pendant que l'arrobase a son cas de code de 11, eh bien, ce code vrai et ce code faux peuvent très bien contenir, par exemple, @nil ou même ceci, s'il y a une autre macro qu'on a écrit avec yes/no. Et du coup, cet argument 3 et cet argument 4, ils sont vus par la macro privée ifinst_a et peuvent venir contrarier la lecture correcte des arguments délimités en mettant des délimiteurs eux-mêmes contenus dans le code vrai et dans le code faux. Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est très simple en fait, c'est que pour cacher en fait le code vrai et le code faux, c'est-à-dire l'argument 3 et l'argument 4, eh bien, on va les mettre entre accolades ici. Et l'argument 4, pareil. Alors, ce qui est entre accolades, là, que ce soit le 3 ou le 4, eh bien, ce sera l'argument #3 de la macro privée ifinst_a. Et on a vu que quand un argument délimité est réduit à un code entre accolades, eh bien de toute façon, c'est comme si la lecture de l'argument, c'est un argument classique, donc les accolades seront enlevées, et donc la macro privée ifinst ne verra que ce qu'il y a entre les accolades. Mais ici, les délimiteurs qui peuvent se trouver dans le code vrai et le code faux seront cachés à la macro privée. Donc c'est une façon beaucoup plus sûre d'écrire le code comme ceci avec des accolades pour cacher un peu ce qui peut se trouver, les choses inavouables qui peuvent se trouver dans le code vrai ou dans le code faux. Alors après, passons au cas particulier de la macro ifinst. Et bien déjà, un cas particulier, c'est quand un argument est vide. Alors si je compile ceci, alors la logique voudrait que ça donne code faux, alors on va vérifier. Bon, et bien ça fonctionne. Alors on va faire l'inverse, on va mettre quelque chose ici. Et on va mettre rien dans le motif qui est cherché dans l'argument numéro 1. On va compiler. On obtient code vrai, ce qui est pertinent, parce qu'en fait, une chaîne vide comme ceci est contenue dans n'importe quel argument. Et dernier cas particulier,
casse-pied, on va dire, mais c'est quand les deux arguments sont vides. Là, normalement, il faudrait que ça envoie code vrai, parce que la chaîne vide est contenue elle-même forcément dans la chaîne vide. Bon, là, il y a un souci, c'est qu'on obtient code faux. Alors, il faudrait peut-être tester, il faudrait qu'on élabore un test. Bon, on ne sait pas encore faire les tests, hein, pour savoir si les deux arguments sont vides. Eh bien, il faudrait dans ce cas renvoyer code vrai. Donc, pour ceci, il faudrait disposer d'une macro qui teste si un argument est vide. Et pour l'instant, on n'en a pas. Alors, on n'en a pas, mais on peut s'en fabriquer une, parce que si on a bien regardé ce qui vient de se passer, copier ceci ici. Et bien la macro ifInstre qui est appelée comme ça avec le deuxième argument vide, et bien teste en fait en quelque sorte si le premier argument est vide ou pas. Si le premier argument est vide, et bien elle renvoie code faux, et si le premier argument n'est pas vide, elle renvoie code vrai. Donc en fait, cette macro ifInstre, si elle est appelée avec un deuxième argument vide, eh bien, peut se comporter comme un test concernant l'argument 1 pour savoir s'il est vide ou pas. Alors on va écrire une macro ifEmpty. Donc, je vais recopier le code de la macro ifInstre ici, et puis je vais tout renommer. Les instres, je vais les renommer en empty. Alors, je vais faire ceci par exemple, puis je vais les remplacer par empty. Voilà. Alors on a dit que la macro ifInstre, la macro ifEmpty c'est exactement la même que la macro ifInstre pour l'instant, donc il n'y a rien de changé. Donc son deuxième argument est vide, donc elle en fait, son deuxième argument ici, eh bien, c'est comme s'il n'existait pas. Donc je vais le supprimer là. Et je vais le supprimer là. Ce qui veut dire que maintenant l'argument 2, c'est l'ancien argument 3. Donc ici c'est 2. Et l'ancien argument 4, c'est devenu l'argument 3. Donc ici c'est 3. Et l'argument 4 n'existe plus. L'argument 2, on a dit qu'on le mettait, on le codait en dur à vide. Voilà, normalement. Oui, mais j'ai oublié d'inverser les arguments, pardon. Donc ifEmpty, alors il faut qu'ici, ce soit le code 3, parce que s'il est vide, il envoie le code 3, et s'il n'est pas vide, il envoie le code 2. Voilà. Je vais mettre... argument vide et argument non vide. Voilà. Je vais enlever ceci. Bien. La macro privée qui est ifEmpty@a ici, puisqu'elle n'a plus besoin d'accéder au motif que l'on cherche, puisque le motif que l'on cherche il n'existe plus, je vais la désexternaliser. Donc, je vais la mettre à l'extérieur bien de la macro utilisateur ifEmpty, et à cette occasion je vais remettre des simples dièses, puisque les doubles dièses c'est quand ce sont des macros imbriqués. Voilà. Alors ce que j'ai plus besoin non plus, c'est les marqueurs de délimiteur, puisque le délimiteur il n'existe plus. Donc, je vais enlever ça, celui-là et celui-là. Je crois que ça va être bon. Je regarde. Bon, on va compiler. Normalement, ça doit donner argument vide. Et si j'en remets une autre avec un argument non vide. Voilà. Et bien, on s'est construit une macro ifEmpty de partie comme ça sur le modèle en fait de ifInstre qui teste si son argument est vide ou pas. Alors maintenant, comme ça, à l'aide de cette macro ifEmpty, eh bien, je peux gérer le cas où l'argument 2 de la macro ifInstre est vide. Donc ici, l'appel à la macro privée, eh bien, il va être soumis à un test, c'est-à-dire que je vais faire ifEmpty. C'est-à-dire que si l'argument 2
est vide, eh bien il n'y a rien à faire, j'envoie forcément le code vrai, c'est-à-dire l'argument 3. Voilà. Et si le le motif n'est pas vide, eh bien j'appelle la macro ifins comme on avait avant. Donc je vais retester tout ça avec les cas casse-pieds, alors comme ça. Alors là maintenant, normalement, comme l'argument 2 est vide, eh bien, ça doit me renvoyer l'argument 3, c'est-à-dire vrai. C'est le cas casse-pied qui plantait tout à l'heure, parce que tout à l'heure ça envoyait faux. Voilà. Là, ça doit m'envoyer vrai aussi, puisque c'est exactement la même chose. Hein. Là, encore une fois, l'argument 2 est vide, donc la macro privée est court-circuitée, on envoie directement l'argument 3. Bon voilà, je crois que la macro ifins se comporte correctement dans tous les cas. On va quand même vérifier. Là, je vais mettre 2, 3. Ça devrait envoyer vrai. Là, je vais mettre 1, 3. Ça devrait envoyer faux. Ce cas, j'en ai pas besoin. Voyons si ça fonctionne bien. Là, chaîne vide contenu dans chaîne vide vrai. Chaîne vide contenu ici vrai. Le motif de 3 est bien contenu ici. Et le motif 1.3 n'est pas contenu ici. Ben voilà. Donc en fait, notre macro ifins, à l'aide de la macro ifempty qu'on a construite justement sur le modèle lui-même de ifins, eh bien, se comporte correctement dans tous les cas, même quand les deux arguments, c'est-à-dire la chaîne de caractères et le motif sont vides, eh bien ça envoie vrai. Voilà, on a gagné dans la bataille une macro ifempty qui se comporte correctement dans tous les cas. Bon, il y a un cas cependant qui va faire planter tech, c'est concernant le motif qui est ici, c'est-à-dire l'argument numéro 2. Alors l'argument numéro 2 de la macro ifins ici, eh bien dans la macro privée ifins@a, il se trouve là. Alors si dans l'argument numéro 2, je mets quelque chose entre accolades, je vais mettre 0 par exemple, je vais effacer les autres cas qui ne me servent pas là. Alors dans ce cas, l'argument numéro 2, eh bien, il vaut ceci. Alors, je vais le remplacer à la main ici. Voilà comment va être définie la macro ifins@a. Alors on voit tout de suite qu'il va y avoir un gros souci, c'est-à-dire que eh bien, tech va penser, à juste titre d'ailleurs, que le texte de paramètres de la macro ifins@a eh bien, s'arrête ici, puisque le texte de paramètres s'étend jusqu'à la collade ouvrante qui, elle, contient le texte de remplacement. Et donc tout ce qui se trouve ici après eh bien, va être lu en quelque sorte normalement par tech, comme ne faisant pas partie de la définition de la macro ifins@a. Et quand tech va tomber sur les caractères dièses qui sont ici, c'est sûr que ça va créer une erreur de compilation. Alors, je vais remettre l'argument 2. Si je compile ceci, à un moment ou à un autre, il va devoir me dire que ces caractères dièses ne sont pas attendus ici. Bon, voilà, je vais... Si on remonte, il y a toute une palanquée d'erreurs, voilà. Alors la première erreur, c'est, voilà, you can't use macroparameter caractère dièse dans le mode horizontal, voilà, c'est-à-dire qu'il attend, il a lu en fait... Le texte de paramètres s'est arrêté à l'argument 2 ici, et donc tout ce qui est ici avec les caractères dièses, il n'est pas content. Donc en fait, une limitation intrinsèque à tech de la macro ifins@a, eh bien c'est que son motif ne peut pas contenir d'accolade tel qu'on l'a programmé ici. Bien sûr, on peut le faire d'une façon différente, mais c'est un niveau de programmation bien plus élevé. Donc voilà une limitation dont il faudra s'accommoder de la macro ifins. On ne peut pas mettre dans le motif quelque chose avec une accolade.
Alors maintenant, nous allons mettre à profit cette macro ifins pour écrire une macro qui va servir à régler la date de compilation. Date de compilation qu'on peut afficher avec la macro today qu'on a déjà vu, qui fait partie du noyau LaTeX. Alors on va essayer d'écrire une macro qui s'appelle resetDate, qu'il y a un argument, et dans cet argument, il faut spécifier la date de compilation. Alors il y a plusieurs choix qui vont pouvoir s'offrir à nous, c'est-à-dire qu'on ne pourra rien mettre du tout dans l'argument, auquel cas la macro setDate ne fera rien du tout. On pourra très bien écrire ceci comme ça. Si on met juste un nombre dedans, eh bien ça voudra dire que le jour de la compilation, et lui seul, doit être mis à 20, le mois et l'année restant inchangés. On pourra mettre ceci, auquel cas il faudra que le jour soit réglé à 25 et le mois à 12, et enfin la syntaxe complète, pas moi, comme ceci, où le jour devra être mis à 24, le mois à octobre et l'année à 2023. Voilà tous les cas qu'il va falloir que notre macro setDate puisse accepter. On va se mettre dans la zone où le code de l'arrobase est à 11, parce qu'on va écrire des macros privés. Bon, notre macro setDate, ça va être comme tout à l'heure une simple interface utilisateur. Alors ce qu'elle peut faire déjà elle-même, c'est tester déjà si l'argument est vide. Et bien si l'argument est vide, on va rien faire du tout. Donc on sort directement, comme ça le processus est fini. Et si l'argument n'est pas vide, eh bien on peut tester si l'argument qu'on a passé à la macro setDate contient ou pas le slash. Je vais commenter pour pas avoir des espaces parasites et je vais mettre ifInstr. Alors si un contient un slash, et bien dans ce cas on ira à une macro privée qu'on écrira tout à l'heure, et s'il ne contient pas de slash, ça veut dire que l'argument 1 est un nombre seul, auquel cas on va dire que le jour qui est contenu dans la primitive day est égal à l'argument 1. Alors, pour stopper la lecture du nom, il faut que je mette soit un espace, je vais mettre un relax, tout aussi bien, je commente ici. Alors passons maintenant au cas où l'argument qu'on a passé à setDate contient un slash. Eh bien je vais aller lire tout ça avec une macro privée qu'on va appeler setDate@a. On va lui donner l'argument passé à la macro utilisateur délimité par @nil. Et on va définir ici la macro setDate@a. Voilà, elle lira son argument délimité 1 par le slash, et tout ce qui reste après jusqu'au nil sera l'argument numéro 2. Je me suis trompé ici dans le nom de la macro. Voilà. Eh bien, l'argument 1, c'est le jour, donc on va mettre, comme tout à l'heure, que le jour est égal à l'argument 1. Et puis de deux choses l'une, soit l'argument 2 contient un slash, auquel cas ça veut dire qu'on a spécifié aussi l'année, et si l'argument 2 ne contient pas de slash, eh bien on s'est limité au jour année. Donc on va tester si l'argument 2 contient un slash ou pas. S'il contient un slash, on ira encore une autre macro privée, et s'il ne contient pas de slash, eh bien ça veut dire que le mois, c'est l'argument numéro 2. Alors le mois en tech est contenu dans la primitive mount, et donc il va lui dire que c'est égal à l'argument 2, relax, je commente ici. Alors dans le cas où l'argument 2 contient un slash, il faut qu'on aille en une autre macro privée qui va lire le mois et l'année. Donc on va appeler cette macro privée setDate, j'en suis au A, donc je vais appeler @b. On va lui délimiter, c'est l'argument 2, pardon, c'est pas le 1, par nil, voilà. Et bien la macro privée setDate@b va pareil lire son argument 1 délimité, c'est le mois, par slash, et l'argument 2 qui est l'année délimité par nil.
Il me reste plus qu'à écrire que le mois est égal à l'argument 1 et que l'année est égale à l'argument 2. Voilà, je pense que la macro setDate devrait fonctionner comme attendu. Bon, il y a toujours des bugs qui peuvent se cacher. Donc pour information, aujourd'hui on est le 13 mai 2021. Alors c'est écrit en anglais parce que la macro today fait partie du noyau LaTeX. Donc je vais charger le package Babel pour spécifier que je suis en français. Je vais mettre French dans un argument de l'appel à la classe ici qui est article. Donc là ça va la mettre en français. Voilà, 13 mai. Alors si j'appelle setDate avec rien du tout, eh bien, ça doit rester le 13 mai puisque la macro fait rien du tout. On est ici, on sort directement si l'argument 1 passé à la syntaxe utilisateur est vide. Maintenant je vais dire que le jour par exemple c'est 15. Normalement ça doit afficher le 15 mai 2021, voilà. Maintenant je vais mettre par exemple le 20 août par exemple. Donc là ça va modifier le jour et le mois et l'année restera 2021, donc ça va être 20 août 2021, voilà. Et puis en fait je vais donner la syntaxe complète, et bien on va, je sais pas, on va mettre le 25 décembre 2040. Et là normalement, voilà. Et bien voilà, on a écrit une macro setDate qui a utilisé à bon escient la macro ifInst et la macro ifEmpty qu'on avait définies auparavant. Et bien c'est tout pour cette fois-ci. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois peut-être.